je viens pour la première fois. J'espère que je pourrai y revenir dans les années qui viennent. Oui, la question qui nous préoccupe est véritablement la question qui est à la base de ce que je pourrais appeler mon esthétique. Parce que je ne me considère ni comme un penseur, ni comme un intellectuel. Ouais, je dis, je n'ai pas une voix qui porte. Le micro ne marche pas. Il fonctionne le micro? Oui. Je lui ai dit d'augmenter un petit peu, oui. Alors il faut le monter. Il est trop loin? Ça va? Ça va là? Ouais. Là, c'est mieux. Donc, je me situe vraiment en tant qu'artiste et ne suis pas de l'ordre de l'intellectualisation ou de la pensée conceptuelle. Je suis un artiste, c'est-à-dire que je fonctionne plus avec des explorations sensibles. Et comme je suis en littérature, je fonctionne avec des organismes narratifs qui sont au-delà du roman, du récit, mais enfin on va en parler, et qui essayent d'appliquer à nos réalités, aux réalités humaines et aux réalités de l'évolution du monde, une forme de connaissance qui malheureusement n'est pas suffisamment valorisée. Ce que je dirais aussi, c'est que je suis très honoré d'être à côté de Mireille Delmas-Marty, pour qui j'ai une immense admiration et qui pour moi en même temps est une énigme sans fin. Parce qu'on a une grande juriste de niveau international qui se préoccupe depuis de très longues années, je dirais, de l'architecture juridique de cette réalité monde qui de plus en plus s'impose à notre nécessité d'organisation et qui réfléchit sur ces notions et tous les espaces où les nations des hommes, après les grandes boucheries des grandes guerres, les nations se sont un peu accordées pour définir un cadre commun, un lieu commun, un espace commun en termes de protection des droits, de protection de l'individu, de définition de ce qu'est l'humain, de libération de ce qu'elle a une formule qui me paraît absolument importante, qui est celle des forces imaginantes du droit. Moi, je suis absolument fasciné par l'idée des forces imaginantes du droit, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit un cadre juridique, lorsqu'on voit le cadre juridique, voilà, ça c'est mieux, je m'entends. Lorsqu'on voit un cadre juridique, on ne se doute pas que, quel que soit le cadre juridique qui nous paraît vraiment formaté et correspondre à un niveau de conscience, un rapport de force sociétal, on a toujours dans le droit une inspiration, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'imagination des hommes et qui est dans la structure juridique elle-même, à la base de la structure juridique et comme principe même des organisations juridiques, il y a un tressaillement de l'imaginaire et de l'imagination. Et Mireille Delmas-Marty a très vite compris qu'il y avait dans cette capacité, en tout cas dans la nécessité que nous avons à organiser nos espaces communs de manière juridique pour éviter ce qui nous guette tous lorsqu'on est des humains, c'est-à-dire pour éviter le surgissement de l'inhumain. Elle a compris qu'il y avait dans la pratique juridique elle-même une capacité à dépasser le cadre du réel et à réinterroger les impossibles et à libérer des forces imaginantes. Et c'est une question que je lui poserai tout à l'heure. Elle a réussi, puisque moi je suis un petit peu juriste, hein, c'est ma formation de base, et je sais comment ces gens-là ne rigolent pas. Ils sont assez précis, et bon, ils s'occupent de choses très concrètes. Et moi j'ai toujours été étonné un jour en découvrant les ouvrages de Mireille, en lisant un de ses livres, qu'elle faisait appel à une poétique, la poétique d'Édouard Glissant, que généralement personne ne comprend et qui est assez obscure pour tout le monde. Et à partir de celle-là, elle a réussi véritablement à essayer de saisir ce qui, dans une poétique, pouvait, d'une certaine manière, rafraîchir, en tout cas, permettre à l'approche juridique de l'organisation mondiale
de se trouver de nouvelles jeunesses, en tout cas, de se trouver cette souplesse et cette disponibilité, en tout cas, je dirais, cette capacité à se mettre en face de ce qui est désormais une des lois de notre existence, qui est d'être capable de s'adapter, de se tenir debout en face de l'imprévisible et de l'évolution permanente des situations humaines confrontées à l'écosystème planétaire. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis très, très honoré, très fasciné. Et j'aimerais bien entendre tout à l'heure le récit de cette rencontre entre une pratique juridique et une poétique qui est a priori, en tout cas dans l'imaginaire néolibéral contemporain, une poétique qui est plus de l'ordre de l'utopie et de l'ornement culturel. Alors la question qui nous occupe, ce n'est pas un concept, hein, parce que Édouard Glissant, qui est né comme moi en Martinique, qui vient d'un univers des plantations, les plantations esclavagistes, et plantations esclavagistes qui ont concentré. Il faut imaginer que ces plantations sont des machines à laver, et dans ces machines à laver, qu'est-ce qui s'est retrouvé? On a retrouvé pratiquement tous les peuples amérindiens, on a retrouvé tous les conquérants européens, tous les colonialistes. C'est vrai que les nouveaux mondes n'ont pas rencontré ce que l'Europe avait de meilleur. On a rencontré les soudards, les marchands, les guerriers, des gens qui sortaient comme ça de leur cadre habituel et qui s'élançaient vers le monde avec des certitudes, des absolus, des appétits, surtout des appétits. Donc ces gens-là se sont retrouvés à organiser dans les colonies et dans les Amériques des habitations, c'est-à-dire des lieux d'exploitation, des lieux de colonisation pour nourrir ce qu'on appelait la métropole, c'est-à-dire qu'il y avait un centre qui demeurait intact et puis on allait puiser toutes les richesses extérieures pour ramener toutes ces richesses au centre dominant. Donc on a les Amérindiens, les colons européens vont génocider les Amérindiens, ils vont commencer à planter leurs trucs pour les expédier vers la métropole, et puis ils vont se rendre compte qu'il leur faut de la main-d'œuvre. Donc ils vont essayer avec les Amérindiens, mais les Amérindiens c'est des guerriers, l'imaginaire guerrier n'est pas tellement compatible avec un rapport un petit peu sédentaire à la terre, d'autant que les Caraïbes étaient des populations semi-nomades, hein. Ils avaient un rapport aux îles qui était très, très, très mobile. Ils plantaient dans les forêts, ils avaient des jardins ouverts qu'ils abandonnaient, qu'ils reprenaient. Donc on n'était pas dans un rapport un peu sédentaire, hein. Dans l'histoire d'Homo sapiens, il y a ce moment où la sédentarité existe, mais il y a quand même des humanités qui ne se sont pas inscrits dans la sédentarité pure et qui sont restés d'une certaine manière nomades et qui sont restés sensibles comme ça au fait que le monde est ouvert et que les terres sont ouvertes et que la mer n'est pas un obstacle, la mer est un lien. Et ils vivaient comme ça. Donc ça a été très difficile d'essayer de les mettre en esclavage. Donc ils seront génocidés, on ne pourra pas les utiliser. Et ils vont faire venir des engagés blancs, des gens qu'ils capturaient dans les ports européens. Mais là encore, ça sera difficile parce que le climat, les moustiques, les fièvres, enfin toutes les atrocités qui sont liées à ces endroits ne permettaient pas une survie longue. Donc ils vont faire venir des millions d'Africains. D'ailleurs, sur la proposition d'un prêtre relativement humaniste qui s'appelle Las Casas, qui dit pourquoi ne pas prendre des Noirs, ils aiment le soleil, ils connaissent, ils savent. En tout cas, on prend des millions d'Africains, hein, des millions d'Africains vont être capturés sur les côtes occidentales de l'Afrique et ils vont éclabousser la totalité de la Caraïbe et des Amériques. Donc ça, voilà, dans la machine à laver de la plantation esclavagiste, on a ce magma anthropologique qui va commencer à broyer à la fois de l'humain, mais des cultures, mais des civilisations, mais des langues, mais des visions du monde, et ça va produire une réalité composite qu'on n'a pas fini d'interroger. C'est à partir de cette réalité composite qu'Édouard Glissant va essayer de ne pas tenter de reproduire les vieux schémas, je dirais, communautaires. D'une manière générale, lorsqu'on a un groupe humain, lorsque Sapiens a commencé à s'organiser en clans, en tribus, jusqu'à donner les États-nations, les groupes de Sapiens avaient un processus
je dirais, de saisie du réel ou de saisie du monde qui passait par le récit. Sapiens aime se raconter des histoires. D'ailleurs, Sapiens vit plus dans les histoires qui se racontent que dans le réel véritable. Donc, d'une manière générale, tous les groupes de Sapiens qui voulaient légitimer leur présence sur un territoire commençaient à se raconter des histoires diverses. Et la première de ces histoires, c'est une genèse, donc une création du monde, à partir de laquelle il déployait tout un ensemble de mythes, mais parmi ces mythes, il y avait toujours un mythe fondateur, et de ce mythe fondateur allait découler l'histoire de la fameuse communauté, et l'histoire de la fameuse communauté. Cette communauté donc, se retrouve sur un lieu, et sa présence sur ce lieu est légitimée par la ligne directe avec la création du monde. Donc ils sont presque des peuples élus. Toutes les communautés archaïques vont s'appeler des êtres humains, et puis les autres, c'est pas ce que c'est des barbares. En tout cas, on est toujours des êtres humains, et ça va déterminer dans les processus de définition et d'organisation du lien communautaire les corsets symboliques, les systèmes culturels, les fameuses valeurs hiérarchisées en fonction des dispositifs. Ça va créer des absolus. Toutes les communautés fonctionnent de manière verticale avec des absolus. Donc, généralement, lorsqu'on a une communauté, c'est ma langue, mon territoire, mes dieux, mes ancêtres, ma mythologie, etc. C'était relativement monolithique, même si on a des réalités plurilinguistiques ou autres, mais d'une manière générale, une communauté, c'est une structure verticale qui fonctionne avec un dispositif de valeurs qui sont autant d'absolus. Et nous, aux Antilles, on va commencer à se poser la question, surtout au moment des décolonisations, parce que quand le mouvement des décolonisations va commencer, cette conquête occidentale, le mouvement de colonisation qui va donner la traite des nègres, qui va donner l'esclavage et tout ce processus d'exploitation, l'élan comme ça du monde occidental vers les autres contrées de la planète, ça va donner une réalité assez particulière, ce qui fait que à un moment donné, les peuples vont rejeter cette domination et les coloniser, qui étaient colonisés au nom de la civilisation, du vrai, du bien, du beau, puisque les conquérants fonctionnent avec des absolus. J'ai le vrai, j'ai le beau, j'ai le bon, donc je peux te christianiser, te civiliser, t'apporter la civilisation. Donc on avait une sanctification générale de la colonisation et même une sanctification de la mise en esclavage de millions d'Africains. Et lorsque tout ce phénomène va se faire, à un moment donné, les peuples vont commencer à se dire non, mais ça ne marche pas. Donc va commencer le processus de décolonisation. Et donc nous, aux Antilles, on va aussi se lancer. Il y a une réalité qui va naître des plantations esclavagistes, on va aussi se lancer dans le processus de décolonisation. Alors, ce qui va se passer, c'est que les peuples colonisés qui étaient de structure atavique, genèse, mythe fondateur, histoire de communauté absolue, mon Dieu, ma langue, mon machin, ils vont chercher tout ce qu'il y avait avant le colonisateur. Donc, un peuple atavique, c'est un peuple qui a des millénaires d'existence, donc qui a un fond, un arrière-pays culturel et un arrière-pays symbolique extrêmement puissant. Donc pour s'opposer aux colonisateurs, ils vont mobiliser tout ce qu'il y avait avant, et puis voilà, tu avances ta langue, c'est ma langue contre ta langue, mon Dieu contre ton Dieu, enfin mon absolu contre ton absolu, et ça fonctionnait, quoi. Il y avait le monde blanc et puis tout le monde non blanc qui essayait de se débarrasser de cette suprématie affirmée et qui mobilisait des ancestralités. Mais le problème pour nos Antilles, c'est qu'on a essayé de faire la même chose. Et lorsqu'on essayait de se retourner pour trouver les traditions millénaires, les seules traditions millénaires qui auraient pu être celles auxquelles nous pourrions faire référence étaient les traditions amérindiennes. Et ils avaient été génocidés. Et il nous a fallu du temps pour comprendre que nous étions nés dans la colonisation. Et que le surgissement anthropologique qui allait naître du système des plantations était un surgissement composite, c'est-à-dire qu'il y a autant d'Amérindiens et d'Africains que de colons européens. C'est-à-dire que moi, dans ma structure même, à la fois biologique, mais aussi dans les structures de mon imaginaire, j'ai la présence du colon européen. Donc, je ne peux même pas me dire je vais m'opposer à quelqu'un qui fait partie de mes fondations. Donc, cette réalité composite atavique était très difficile
à mobiliser lorsqu'on veut s'opposer à une domination qui va, d'ailleurs c'est avec ça, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on va poser la question de l'identité. Le colonisateur, le dominant, va définir les notions d'identité, ma langue, ma peau, ma civilisation, etc. Et effectivement, ceux qui vont lutter vont aussi sacraliser cette notion identitaire et l'identité va nous accompagner jusqu'à aujourd'hui et créer toutes ces espèces de choses manichéennes que nous connaissons. Donc nous, on était relativement embarrassés. S'il fallait chercher pour les peuples américains, pour les peuples créoles, pourquoi je dis créole? Parce que Glissant, ce qu'il va dire, c'est qu'il y a un phénomène de créolisation qui va se produire dans les Caraïbes et dans les Amériques. Créolisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière massive et accélérée en quelques 3 siècles, des peuples, des civilisations, des phénotypes, des visions du monde, des cosmogonies, des mythes fondateurs vont se fracasser de manière assez effroyable et ce fracas va donner comme ça un surgissement inattendu qui sera la réalité créole. Donc ce phénomène de créolisation qui concerne pratiquement toutes les Caraïbes et toutes les Amériques va donner des surgissements singuliers qui sont des créolités. Donc vous avez un phénomène de créolisation, de rencontres massives et accélérées. Pourquoi je dis massive et accélérée? Parce qu'il n'existe pas de culture ou de civilisation qui ne soit pas le produit de rencontres, d'échanges, de cristallisation, de synthèse, d'opposition solidaire, etc. Mais ça se faisait sur des plages temporelles et puis dans des mécanismes d'échanges commerciaux relativement pacificateurs. Donc c'était relativement insensible, sauf si on a une invasion barbare qui bouleversait les cartes. Mais les invasions barbares, elles se retiraient et puis des choses se recomposaient. Alors que là, vraiment, de manière très très forte, on a presque toutes les cultures et les civilisations vont se fracasser dans le cadre caribéen et américain et produire quelque chose de nouveau. Et à partir de là, Glissant va se dire, mais là, c'est le phénomène de créolisation qui est important. Il y a quelque chose, un surgissement anthropologique auquel on ne peut pas appliquer le schéma. Quelle est la genèse de ces peuples? Il faudrait, pour donner la genèse des peuples créoles américains, il faudrait prendre les genèses amérindiennes, les genèses des ethnies africaines, toutes les genèses trimballées par les bateaux européens, et puis bien sûr tous les immigrants qui n'ont jamais cessé de venir vers les Amériques et les Antilles. Donc, trop de genèse tue la genèse, trop de mythes fondateurs tue le mythe fondateur, et on se retrouvait dans une réalité qui n'était pas recevable. Ce qui fait que même lorsque la poésie d'Aimé Césaire, qui a été le début de la littérature consciente, la notion de la négritude va surgir, d'une certaine manière, c'est un peu schématique ce que je dis, mais on peut dire que globalement, l'idée de la négritude, elle était précieuse parce qu'elle permettait à ces peuples composites de considérer de manière positive un élément constitutif des réalités caribéennes et américaines qui était l'Afrique et qui était l'homme noir. Donc là, le champ des valeurs nègres, entre guillemets, et des valeurs africaines par la négritude était précieux. Mais d'une certaine manière, d'ailleurs, on ne peut pas comprendre le jazz si on ne mobilise pas la présence nègre, la polyrythmie africaine. Le jazz n'est pas une musique africaine, c'est une musique composite, une musique qui naît du magma anthropologique qui va se créer par la traite, la colonisation et l'esclavage. Mais à partir de cette réalité-là, on se dit que cette rencontre extraordinaire va donner des réalités que Glissant va véritablement examiner. Il dit, mais on ne peut pas accepter l'idée de la négritude qui saute par-dessus, d'une certaine manière, le bateau négrier, pour aller retrouver une essence originelle, une sorte d'essence africaine qui aurait survécu à toute espèce et qui se serait positionnée dans les Amériques et dans les Caraïbes en disant, bon, ça y est, nous sommes des Africains et nous sommes des fils d'Africains, nous sommes une diaspora africaine. Il dit, ce n'est pas aussi simple. Mais c'est d'ailleurs le mouvement qui a été fait, toute l'anthropologie des années 50-60, Roger Bastide et autres, les Amériques noires, ils vont s'ingénier à trouver dans les réalités américaines la présence africaine, comme ça, comme des petits bouts, des pépites comme ça qui ont été dispersées, et ils vont chercher ce qui restait dans les réalités américaines et qui relèvent des situations africaines. Glissant va dire non, on ne peut pas considérer que l'Afrique soit arrivée intacte. L'Afrique est arrivée effectivement
elle est majeure de manière massive. Hein, un peu plus de 12 millions de personnes vont arriver vivantes. Hein, les autres seront au fond de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est un vaste cimetière parce qu'il y a des millions d'Africains. Un tiers des bateaux négriers à chaque voyage se retrouvaient au fond des bateaux. Mais en tout cas, en l'état actuel des recherches, on a à peu près entre 9 et 12, 15 millions de personnes qui sont arrivées vivantes. Et cette réalité-là s'est trouvée dans une réalité extrêmement particulière. D'abord, pourquoi? Parce que Glissant va définir un lieu symbolique, une sorte, pas un concept, parce qu'il se méfie des systèmes de pensée et des pensées de système. Il va définir, bon, j'aime pas trop le mot, mais pour que vous compreniez mieux, un poécept, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une poétique, un lieu comme ça, une structure de lecture et d'analyse. Et il va dire, mais le bateau négrier, c'est pas rien. Celui qui est capturé sur la côte occidentale de l'Afrique et qui plonge comme ça dans la réalité de bateau négrier va se retrouver dans une situation où tout ce qui faisait sa verticalité humaine va complètement s'effondrer. Sapiens ne vit qu'avec les histoires qu'il se raconte. Sapiens, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans une sorte de noosphère, quoi. C'est un ensemble de récits et de symboles. Il vit plus dans ce qu'il se construit dans son imaginaire que dans le réel. Et ce qui fait que lorsqu'on prend un individu et qu'on le plonge comme ça dans cette réalité de la cale du bateau négrier qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas essayer de décrire, tous ces dieux, toutes ces cosmogonies, tous ces mythes fondateurs, ces prières, ces scarifications, rien ne fonctionne. Personne, non seulement personne ne vous entend crier, mais personne ne répond. Et là, il y a véritablement un effondrement, je dirais presque un effondrement psychique de leur réalité humaine, à tel point que beaucoup mouraient du fait des mauvais traitements, mais beaucoup mouraient parce que Sapiens, sans sa petite construction d'imaginaire, il est complètement défait. Donc on a une mort incroyable. Et il dit que ceux qui vont arriver à survivre vont sortir du bateau négrier, non pas en africain, mais ce sont presque des débris d'humanité, en tout cas une humanité bouleversée qui ne sera animée que par des traces. La trace des anciens dieux, la trace des anciennes langues, etc. Et même lorsqu'on aura parmi les captifs quelqu'un qui disposerait de savoirs fonctionnels, symboliques et autres, il va se retrouver dans une réalité collective qui est celle de la plantation esclavagiste, qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tous les symboles, même les scarifications, qui sont l'inscription du pouvoir d'une communauté dans la peau de l'individu, dans le corps de l'individu, ne vont pas fonctionner parce qu'on n'a pas l'appareillage symbolique. Donc ils descendent de là, complètement déconstruit en termes d'humanité et avec simplement des traces. Et ce qui va se produire dans la plantation esclavagiste, c'est que toutes ces traces, et ça c'est l'avantage des traces, les traces, elles sont très incertaines, elles sont partielles, ce n'est pas des systèmes complets. Glissant va les appeler des migrants nus. Ils sont nus parce qu'on les a déshabillés, on a enlevé tous leurs attributs symboliques et autres, mais ils sont nus parce qu'on a véritablement enlevé l'écorce de leur esprit, on a brisé le cadre symbolique avec lequel ils construisaient leur certitude, et ils se retrouvent dans une situation extrêmement disponible pour ce qui allait se passer par la suite, c'est-à-dire la rencontre des traces amérindiennes, puisque ces tribus elles-mêmes avaient été complètement démantelées, la rencontre des valeurs, voilà, vous voyez, on trouve des valeurs dans les systèmes de domination. Toutes les valeurs du maître seront là, comme ça, des machines à broyer, ce sont des valeurs, hein, mais c'est des machines à broyer l'humain. Il va les rencontrer aussi, et puis toutes les immigrations, et il va entrer dans une culture de survie qui est très particulière. Alors bon, je vous passe les détails, mais pour bien comprendre l'idée de la relation, c'est qu'il va dire, Glissant, c'est que contrairement aux migrants armés ou aux migrants habillés ou aux migrants avec valises qui vont dans les Amériques reprendre de vieux chants italiens pendant des décennies, etc., la trace va partir en combinaison ouverte, imprévisible, avec des éléments culturels amérindiens, des mélodies européennes, des bouts de Dieu. Enfin bon, ça va donner tout ce qu'on connaît en termes de sacré dans les Caraïbes, ça va donner le jazz. Et ça, pour bien comprendre le processus, un orchestre de jazz, c'est un rassemblement de quoi? C'est un rassemblement d'individus. C'est pas une communauté. Lorsque Mike Davis rassemblait des gens dans un studio,
il ne donnait pas de partition, sauf s'il y a une intention particulière, mais le principe, c'est qu'on appelle, quoi, ils appelaient des monstres d'individualité, des batteurs incroyables. Ils les rassemblent comme ça, ils donnent un prétexte quelconque, et puis, dans l'instant, ce qu'ils vont faire, ces gens, c'est qu'ils vont improviser, exactement comme le survivant qui sort de la cale du bateau négrier et qui va entrer dans son processus de réhumanisation, va improviser sa résistance. Il n'a pas de partition, il n'a pas de code, il n'a pas de chant, tout ça, ça s'est effondré, et il doit, d'une certaine manière, improviser sa reconstruction. Ce qui fait qu'on a deux phénomènes qui caractérisent, je dirais, les cultures américaines, en tout cas les créativités, c'est bien sûr la polyrythmie africaine qui va rester, je vais vous dire pourquoi, et bien sûr, de manière très importante et qui est très contemporaine, c'est le processus d'individuation. Toutes les cultures américaines et caribéennes sont basées sur des processus de construction individuelle à base d'improvisation. C'est exactement la définition de l'orchestre de jazz. L'orchestre de jazz n'exprime pas une partition communautaire, c'est le surgissement je dirais, d'improvisation, de construction d'individus qui exercent leur plénitude dans l'improvisation, et cette rencontre, l'improvisation de l'un nourrit l'improvisation de l'autre, et ça fait ces moments de manifestation du génie humain qui va donner des grands moments de jazz. Et il y a un autre phénomène qui est très important pour comprendre l'idée de relation, c'est que, d'une certaine manière, le processus de résistance et de réhumanisation va se faire de manière particulière. Alors c'est vrai que, regardant je dirais, les récits occidentaux, on a cherché des héros occidentaux à la Spartacus, etc. Donc on s'est beaucoup focalisé sur le nègre marron. Alors le nègre marron, c'est celui qui est le rebelle, qui dans le bateau négrier va sauter par-dessus bord, qui va attaquer les marins, enfin bon, ça c'est le rebelle. Et puis dans les plantations, on a le nègre marron qui va quitter les plantations et qui va s'enfuir dans les champs. Donc on s'est beaucoup focalisé sur ces héros qui sont des héros occidentaux. On va vous parler de Toussaint Louverture, de Delgrès, de ceci, etc., qui sont précieux parce que ça correspond au fait qu'à aucun moment, il n'y a pas une seconde de l'exploitation esclavagiste ou négrière où il n'y a pas une résistance de ces êtres humains. Mais le plus important, et là Glissant va rentrer dans une analyse très, très particulière de la plantation, il va dire, mais la plus grande partie des esclaves est restée dans la plantation. Et c'est dans la plantation qu'il faut voir comment ils ont réussi à commencer leur processus de réhumanisation. Et c'est là que commence la poétique, l'idée d'une poétique. Le résistant le plus fondamental à la déshumanisation, celui qui va commencer à contester presque de manière invisible l'ordre esclavagiste, ça va être le danseur. Il va commencer à danser. Pourquoi il danse? C'est-à-dire que les types, ils cherchent désespérément une humanité perdue, un pays perdu, des dieux perdus, un corset symbolique perdu, une certitude perdue. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver la mémoire du corps. Parce que les communautés archaïques, elles sont tellement puissantes, elles maintenaient les processus d'individuation à un tel degré de faible intensité qu'elles faisaient en sorte que non seulement que vous étiez éduqués dans le respect du corset communautaire, mais l'ordre communautaire, le pouvoir communautaire pénétrait dans votre chair elle-même. Elle pénétrait par les peintures rituelles, elle pénétrait par les scarifications, par les colliers, etc. Mais surtout, elle pénétrait par les rituels et par les gestes. On danse, on répète des gestes et sur des millénaires, on refait les mêmes gestes, etc., etc. Et cette mémoire du corps, ils vont la retrouver et c'est pourquoi, très rapidement, lorsque les chroniqueurs vont commencer à visiter les plantations esclavagistes, ils vont dire « mais les esclaves sont à peu près contents, ils dansent, ils sont en train de danser. » Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que non seulement celui qui danse essaye de retrouver le vieux reste rituel et symbolique qui sont inscrits dans sa chair, des gestes qui viennent spontanément, mais ce qu'il y a, et c'est là qu'il faut un peu reconsidérer la question de la danse, le danseur, c'est véritablement un créateur. Il est à la fois, dans tous les gestes, la gestuelle du danseur, on a une sorte de recomposition intérieure, une sorte de recomposition psychique qui est fondamentale. Les gestes se structurent et restructurent et déstructurent et recomposent un intérieur, mais aussi les gestes du danseur restructurent l'espace autour de lui. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc, le maître va voir son esclave danser, il dit « Ah bon, c'est bon, mon capital est bien, il danse, etc. » Il ne se doute pas qu'il y a là un processus de réhumanisation. Et ce qui va se produire, c'est que
l'esclave danseur va appeler la musique, c'est-à-dire le tambour, donc la vieille polyrythmie africaine qui était aussi inscrite dans les rituels sacrés, va réapparaître aux côtés du danseur. Et là, le maître ne trouve rien à redire, puisque bon, ça permet à l'esclave de se défouler apparemment. Donc le tambouiller apparaît, et puis bien sûr va apparaître le chanteur. Il va commencer à sortir des mélopées africaines, enfin bon, ça se construit, ça se construit. Et l'élément le plus intéressant, c'est qu'à un moment, le chanteur va commencer à parler. Et ça va donner le conteur. Aux Antilles, on ne vous dit pas « je vais vous dire un conte », on dit « je vais vous chanter un conte ». Pourquoi? Parce que ça vient de cette progression danse, polyrythmie, chant, et le chant va donner une parole. Et cette communauté humaine, ce surgissement anthropologique qui n'avait pas de langage, qui n'avait pas de parole, va commencer à constituer ce qui constitue pour moi ma bibliothèque de base, qui est une oraliture, pas une littérature, mais une oralité mise en forme esthétique, qui est une oraliture. Et l'oraliture va apparaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on regarde une communauté habituelle, on se dit il y a le récit de la Genèse et le récit du mythe fondateur, et lorsqu'on regarde du côté des peuples composites, on trouve le conte, du coup. Et c'est le conte qui fait office de mythe fondateur. Mais ce mythe fondateur, le conte comme mythe fondateur, est assez particulier. Parce que la Genèse et le mythe fondateur des communautés archaïques va donner des absolus identitaires. Alors que le conteur, lorsqu'il va commencer à parler, il va commencer la relation. Il va prendre des éléments qui viennent des cultures amérindiennes, des cultures africaines, des cultures du maître, il fait feu, il ramasse tout ce qui est autour de lui, et avec ça, il va élaborer comme ça une sorte de philosophie d'existence, une contestation de l'ordre esclavagiste qui est absolument radicale et aussi qui est absolument invisible, mais qui est de nature composite. Et c'est là que Glissant va dire que du gouffre de la cale à la parole composite du conteur, on n'aura pas le surgissement d'une genèse qui mène à une communauté atavique, on aura le surgissement d'une genèse qui ouvre à la diversité, ce qu'il va appeler une digenèse. Et le conteur, bien sûr, a mis en relation tous les débris qui étaient autour de lui, et avec ce débris, il va constituer une parole qui est déjà une parole monde. Et ce qu'il va constituer en termes d'imaginaire, ça sera un imaginaire composite. Donc le processus relationnel est déjà présent, c'est-à-dire on essaye d'avoir une totalité de ce qui est à notre disposition, et avec cette totalité qui, d'une certaine manière, reflète la totalité du monde, on produit quelque chose qui permet à des humanités de récupérer leur dignité humaine. Alors pourquoi à cette notion de relation, il faut ajouter la notion de poétique. La résistance se fait sur une base qui est très très particulière, qui est l'acte de création. Le danseur est un créateur, c'est un artiste. Le tambouiller, c'est un artiste. Le chanteur, c'est un artiste. Le conteur, c'est un artiste. Donc, on a ce qui se dresse, en même temps qu'on a la révolte des nègres marrons, les Koutlas, les champs incendiés, toute espèce de choses qui sont de l'ordre du rebelle ordinaire. On a cette rébellion détournée, ce que Glissant va appeler le détour, et qui est quelque chose de radical, qui va opposer à l'ordre esclavagiste une nouvelle réalité humaine, mais qui est de l'ordre de la création. Et c'est ainsi que toute la réhumanisation qui s'est produite dans les plantations esclavagistes était de l'ordre d'une poétique. Alors c'est quoi une poétique? Une poétique, c'est véritablement un mode d'exploration de la réalité humaine, confronté à une réalité extérieure qui est la réalité du monde. Et ce mode de connaissance ne peut pas générer un système parce que la poétique je dirais qu'elle est à la limite très proche d'un autre lieu fondateur qui est le lieu du mystique. Vous savez que lorsque l'Homo sapiens a vu surgir en lui, de manière un peu plus continuelle que ça, mais enfin, à un moment donné, il y a une conscience réflexive qui apparaît chez Homo sapiens. Et ce qui va se produire avec Homo sapiens, c'est qu'il aura à la fois l'émerveillement de la découverte du réel, le monde, les étoiles, etc., mais aussi la terreur de ne pas comprendre toute cette réalité. Et ce mélange de terreur et d'émerveillement va susciter chez l'Homo sapiens le sentiment du sacré et le sentiment du divin.
Donc on va voir le mysticisme apparaître. Mais lorsque ce mysticisme va apparaître, Homo sapiens va se retrouver en face d'une réalité, d'un inatteignable, de quelque chose qui le dépasse. Et il sent bien qu'il ne pourra pas tout expliquer. C'est là que va surgir l'idée de Dieu, ou l'idée de l'impensable, ou l'idée de l'inconnaissable, ou de l'inatteignable. Et Sapiens va déployer face à ce vertige de l'impensable, il va déployer tous les dispositifs symboliques, la pensée magique, les religions, par la suite la philosophie, l'esprit de connaissance, enfin, tout ce que Sapiens va se raconter par la suite provient du choc de la conscience avec cet impossible. Mais le mystique, c'est véritablement celui qui est à ce point de vertige ou à ce point de bascule où la conscience humaine est confrontée à quelque chose qui la dépasse. Et ce mystique va donner naissance au poète. Et le poète, c'est pourquoi la poésie est à la base de la littérature. C'est un grand poète, et pourquoi je ne suis pas poète, moi je suis plus dans la narration. Le poète, c'est véritablement celui qui se tient à la pointe de la conscience que Sapiens peut avoir du réel, de lui-même et du monde, et qui considère cet inatteignable, cet impensable, que beaucoup vont appeler Dieu, qu'on va appeler le vrai, qu'on va appeler la vérité, enfin il y aura plein de noms, mais enfin il est en face de ce vertige et il va fréquenter ce vertige dans sa création. Et ce vertige va donner après tous les récits que nous connaissons, et la prose va venir de ce lieu poétique et va garder le souvenir du lieu poétique, ce qui fait que même si aujourd'hui, toujours dans l'idée de relation, ce que j'écris en prose se réfère au moment poétique, ce n'est pas de la poésie, parce que la poésie, ce n'est pas de la narration, c'est véritablement la saisie d'un moment extraordinaire où on est confronté à l'impensable. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Raphaël Imbel qui s'appelle Jazz suprême, où il explique comment les grands jazzmen disaient que lorsqu'ils faisaient leur musique, ils voyaient Dieu, ils étaient en face de Dieu, mais c'est le même processus. Et cette confrontation à l'indicible, à l'impensable, à mon avis, c'est véritablement ce qui caractérise une poétique. Parce que autant les systèmes de pensée, les systèmes symboliques vont essayer d'une manière définitive de supprimer l'inconnaissable du monde et de tout expliquer, les pensées de système vous donnent des explications ou des vérités totalitaires, autant la poétique sera une connaissance de la réalité humaine, de cette réalité plongée dans une réalité extérieure, en gardant toujours l'idée qu'il y a du mystère, qu'il y a de l'irrationnel, qu'il y a de l'inconnaissable. Donc une poétique, c'est le mode de connaissance qu'a choisi Glissant, parce qu'il va dire, cette réalité que nous connaissons dans les Amériques, cette rencontre comme ça de toutes les civilisations, toutes les cosmogonies qui va donner un surgissement anthropologique, il faut que nous essayons de tirer la leçon. Et la leçon première, au-delà des questions de créolisation, il nous manque une anthropologie de la créolisation, mais il va dire, mais le phénomène le plus important, c'est la relation. C'est véritablement la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le monde ne sera pas constitué je dirais, de densité verticale composée de cultures qui se dépassent dans des ensembles civilisationnels et puis une juxtaposition de civilisations qui vont se faire la guerre. Le monde va rentrer dans une dynamique relationnelle. Et cette dynamique relationnelle qui naît donc de l'ultime conquête de la colonisation, cette dynamique relationnelle aura une conséquence importante pour nous, c'est qu'elle va libérer l'individu des corsets communautaires, exactement comme l'esclave s'est recomposé de manière individuelle. Donc ce processus d'individuation va se retrouver précipité dans un ensemble relationnel et il va dire le monde, ça y est devenu extrêmement dynamique, extrêmement, je dirais, volatile, et c'est la relation qui va déterminer par la suite toute la difficulté, en tout cas nos lieux d'existence. Nous n'allons pas vivre dans le confort d'une certitude identitaire, ma langue, mon Dieu, mon territoire, mes ancêtres, mais nous allons vivre dans des flux relationnels. Et il met un grand R à relation pour dire, voilà, c'est avec ça qu'il nous faut, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre en relation. Et cette réalité relationnelle va donner un monde très particulier qu'il va appeler le tout-monde. Et ce tout-monde, il reste, comme il n'applique pas une pensée systémique, il va dire, mais ce tout-monde, c'est une réalité extrêmement mobile, extrêmement tremblante, extrêmement volatile, à laquelle je ne peux appliquer qu'une poétique. Parce que la poétique, elle est quoi? La poétique, c'est un mode de connaissance qui ne rentre pas dans les fixités. Glissant, il ne définit rien, il reste dans l'indéfinition. Il approche la réalité, l'incondensable que constitue
la réalité du tout monde. Et puis, comme ça, par petites touches, comme ça, il va essayer de deviner toutes les implications sur nos vies. Donc voilà un peu globalement, un petit peu schématiquement, ce qu'on peut appeler, quand on dit poétique de la relation, un mode de connaissance d'une nouvelle réalité du monde qui est essentiellement basé sur des flux relationnels. Et dans ces flux relationnels, ce ne sont pas les communautés, ce ne sont pas les cultures et les civilisations qui sont déterminantes, ce sont les équations, les expériences individuelles au monde qui vont transporter je dirais, le caractère vivant, extrêmement fluide de la totalité du monde. Et chaque individu est une expérience au monde. Chaque individu libéré des corsets communautaires qui lui imposaient des situations existentielles, d'un prêt-à-porter existentiel, va d'une certaine manière se retrouver comme ça, battu par tous les vents du monde. Il va faire, entre guillemets, son marché. Son expérience va l'amener dans la rencontre de l'ange, de Dieu, de conception. Et c'est cette équation individuelle qui ressemble un peu à la trace du survivant africain. Il ne vient pas avec une bibliothèque et toute une mémoire constituée. Il vient avec ce que son expérience, sa mémoire, ses affects ont conservé. Et nous sommes dans la même situation. Le tout-monde, la dynamique du tout-monde, la dynamique relationnelle du tout-monde a comme dynamique fondamentale le processus d'individuation. Voilà en gros comment je pourrais poser la question. Tu as répondu à recréer la relation humaine. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à une réponse aussi riche. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est de répondre à ta question. Comment la juriste que je suis, élevée avec le code civil, les principes constitutionnels, la vision du droit positif telle qu'on la connaît en Occident et en Europe en particulier, comment ai-je pu découvrir et surtout me nourrir de la pensée d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau? En fait, je crois que nous ne serions peut-être jamais rencontrés si la mondialisation n'avait pas bouleversé beaucoup de nos certitudes. Parce que le droit tel que je l'ai appris quand j'étais étudiante n'a plus grand-chose à voir avec le monde réel. Il continue à être partiellement enseigné, une vision du droit identifié à l'État avec des verticalités, des principes de hiérarchie, un langage qui n'a pas beaucoup changé, qui est un langage d'architecte en fait. On parle de droits fondamentaux, des fondations, on parle de socles, on parle de piliers, et on parle même de pyramides des normes, tout ça est extrêmement rigide. Et alors quand on veut rendre compte, pas compter, mais rendre compte de ce qu'on observe dans le monde réel, on n'a pas les mots pour le faire, on n'a pas les mots pour le dire. Tout notre langage est formaté sur une autre vision du monde. Donc on ne peut pas parler de ce qu'on observe, sauf à trouver les mots ailleurs. Et finalement, la découverte pour moi d'Édouard Glissant d'abord, de Patrick ensuite, c'était de voir, mais eux, ils ont les mots pour le dire, pour dire ce qu'on peut observer, pour dire ce qui en fait est en mouvement, est en train de bouger. Nous vivions dans... J'aime bien la formule, je crois qu'elle est de... Je ne sais plus si elle est de Patrick ou d'Édouard Glissant. Les certitudes, nous vivions dans nos certitudes encimentées dans nos intolérances. Donc quelque chose de très rigide, de très condensé et effectivement encimenté. Donc il fallait chercher ailleurs. Et la chance a voulu que, alors je ne sais pas très bien comment ça s'est fait, je crois que c'est Edoui Plenel qui m'en avait parlé, ou qui avait fait d'ailleurs aussi une émission de radio avec Édouard Glissant. Et là, j'ai commencé à lire La Cohue du Lamentin. La Cohue du Lamentin, c'est 2005, quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est relativement récent. Et alors, moi, je travaillais depuis à peu près la fin des années 90 sur ce que j'appelais l'internationalisation du droit, c'est-à-dire pas directement la mondialisation, mais les bouleversements qui viennent des interactions entre les droits nationaux et les droits internationaux. Tout ça met en mouvement
un système qui était essentiellement statique. Il n'y a rien de plus immobile qu'une pyramide. Ce n'est pas destiné à bouger. D'ailleurs, même les codes, c'est supposé aussi rester immuable. Et voilà que la réalité, à travers l'internationalisation du droit, commençait à ne plus du tout ressembler à ce qu'on décrivait dans les manuels de droit. Alors ça, j'ai commencé à travailler là-dessus, oui, dans la fin des années 90. Je crois que j'avais publié en 98, quelque chose comme ça, un livre sur 3 défis pour un droit mondial. Donc c'était déjà l'idée. Et alors, j'ai découvert ce mouvement, ce droit qui n'existe pas, qui n'existait pas encore à l'époque, qui n'existe toujours pas, un hypothétique droit mondial. Et comme je dis souvent un peu par provocation, mais aussi parce que c'est une réalité, moi j'aime travailler sur ce qui n'existe pas, ou tout au moins ce qui n'existe pas encore, ce qui commence à frémir. Et au fond, le droit mondial, c'est quelque chose comme ça, qui n'existe pas vraiment, mais qui commence à émerger, qui commence à frémir. Mais pour travailler dessus, il faut avoir les mots. Et là, j'ai trouvé dans la Cohée du Lamentin, en fait, les mots dont j'avais besoin, les mots qui me manquaient. Alors, ces mots, il y avait le tout-monde, effectivement. Il y avait le mot de mondialité, qui permet de dire autre chose que ce qui est très connoté quand on dit mondialisation. L'intérêt du mot mondialisation, c'est qu'il marque le mouvement. La mondialité peut sembler statique, mais en réalité, la mondialité n'est pas statique. C'est une autre vision, c'est un autre récit. Et c'est de ça que j'avais besoin d'un autre récit. Et puis, chez Glissant, dans le même livre, La Cohée du Lamentin, j'ai trouvé cette merveilleuse expression de la pensée du tremblement. La pensée du tremblement qui n'est ni crainte ni faiblesse. Trembler, c'est pas craindre ou être faible, c'est l'assurance qu'il est possible de durer et de grandir dans l'imprévisible. Or, de mon côté, quand je travaillais beaucoup sur les risques, parce qu'un des aspects de la globalisation ou de la mondialisation du droit, c'est la globalisation des risques, je travaillais beaucoup sur les risques et j'étais frappée par cette peur de l'imprévisible, ces réponses qui vont quelquefois très loin dans les atteintes aux libertés, sous le nom de prévention, sous le nom de précaution, sous le nom de prédiction, on finit par enfermer l'action humaine parce qu'on a peur de l'imprévisible. Mais l'imprévisible, on ne le supprime jamais, il ne disparaît jamais. Donc il vaut mieux passer par cette assurance qu'il est possible de durer, développement durable, et de grandir, croissance, mais pas dans un sens spirituel, pas dans un sens de croissance économique, bien sûr. Et ça, je trouve ça chez Glissant. Je trouve chez lui aussi cette pensée en archipel. Pensée en archipel qui correspond beaucoup mieux à ce que j'observe dans le champ juridique, avec la mondialisation ou avec l'internationalisation, que la pensée construite de façon univoque, de façon verticale et de façon statique. La pensée en archipel, c'est aussi une pensée du tremblement. Alors, vraiment, j'ai eu l'impression de trouver ce que je cherchais. Et depuis, j'ai continué à lire Édouard Glissant, puis Patrick. Et ce que je trouve aussi d'important, c'est qu'ils réintroduisent un souffle. Ce n'est pas par hasard que j'ai consacré mon dernier livre aux 4 vents du monde, parce que je pensais qu'on avait besoin de métaphores, non seulement pour penser la stabilité, mais pour penser ce qui forme les nouvelles formes, les nouveaux systèmes juridiques, qui sont des systèmes volatiles, mais ce qui les forme, ce qui les déforme, ce qui les transforme, bien, ce sont les souffles. Et les souffles, parce qu'au fond, nos systèmes de droit ressemblent plus à des nuages qu'à des pyramides. Et comme des nuages, ils sont formés, déformés, transformés par les souffles. Donc, pour moi, il y a une sorte de continuité naturelle, mais ça s'est fait après coup. J'essaye de répondre à la question, donc je m'interroge moi-même. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, je ne me suis pas posé de questions. C'est venu assez naturellement. Et alors, tout récemment, en relisant certains textes sur la mondialité, j'ai pensé que c'était peut-être le moment, puisqu'on constate que la mondialisation nous conduit droit dans le mur,
de penser autrement. La mondialisation nous conduit droit dans le mur. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un document récent de la cellule de réflexion et de stratégie sur la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, qui a fait des simulations sur les 8 mondes possibles. Et dans les 8 mondes possibles, ils sont construits autour des axes de la puissance dispersée, puissance concentrée, et puis de la compétition et de la coopération. Et de ces axes surgissent 8 mondes possibles. Alors il semblerait, d'après le ministère des Affaires étrangères, que le plus probable de ces mondes, ce serait le monde des carnivores. Le monde des carnivores ou des grands prédateurs, c'est le monde dans lequel les acteurs les plus puissants, alors eux parlent surtout des États, mais je pense qu'on peut ajouter les acteurs économiques les plus puissants, se partagent en fait les ressources du monde. En bons carnivores qu'ils sont, ils les dévorent. Et c'est, paraît-il, le monde le plus probable. Alors, dans ce document, il est peu question de droit, il est surtout question de rapport de force, de puissance donc concentrée ou dispersée. Et moi, j'ai la faiblesse de penser, mais peut-être la faiblesse dans le sens de force et faiblesse à la fois, que le droit pourrait contribuer non pas à cette mondialisation au profit des prédateurs ou des carnivores, mais à une mondialité, c'est-à-dire une mondialité au sens d'un monde apaisé. Et ça m'a amené tout récemment à lancer ce que j'ai appelé le manifeste pour une mondialité apaisée, au fond autour de 3 thèmes qui se recoupent complètement avec la pensée du tremblement et la pensée en archipel. Ils sont très simples à énoncer, beaucoup plus difficiles à mettre en pratique. Nous sommes tous différents et nous souhaitons rester différents, mais en même temps, nous sommes tous interdépendants. Et finalement, cela doit nous rendre tous solidaires. Et ça reste à construire. Alors, le programme, pour moi, si on peut appeler ça un programme, mais j'ai préféré le mot manifeste, parce que ça rejoint peut-être simplement l'idée du grand récit. C'est comment bâtir cela, le fait que nous soyons tous interdépendants, c'est un constat. Ce n'est pas un choix nécessairement. Pour certains, ça peut être une fatalité, une calamité même, mais c'est une réalité. Vis-à-vis des grands problèmes de société actuels, nous sommes interdépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement qu'aucun pays ne peut seul régler les grands problèmes de société. Alors, c'est vrai pour peut-être le plus visible, c'est pour le dérèglement climatique. Aucun pays ne peut prétendre seul résoudre les problèmes créés par le dérèglement climatique. Même une superpuissance comme les États-Unis ou comme la Chine ne peut pas traiter le problème seul. Prenez les migrations, dont on parle tant depuis quelques années maintenant. Impossible de régler seul le problème des migrations, même si nous avons une loi en cours en France qui prétend maîtriser les migrations, c'est non seulement les traiter, mais les maîtriser uniquement en changeant le droit français et en changeant dans le droit français les durées de rétention des quelques étrangers qui seront retenus, détenus en fait. Évidemment, c'est un déni de réalité de prétendre régler le problème uniquement à l'échelle nationale. C'est vrai pour d'autres problèmes, c'est vrai pour les crises financières, c'est vrai pour le terrorisme. Quand il devient un terrorisme global, un terrorisme mondial, on ne peut pas le régler seul. On a beau, depuis quelques années, dans les pays occidentaux, avoir déconstruit l'état de droit, commencé par les États-Unis après le 11 septembre, puis les différents pays européens, la France après les attentats de novembre 2015, on a très vite déconstruit l'état de droit et ça n'a rien changé à la question du terrorisme global. Mais il y a eu une espèce de panique qui a amené à transformer complètement le système de droit. On n'en mesure pas encore tous les effets, mais on a créé, avec les nouvelles règles pénales, procédures administratives, un outil qui, s'il tombe entre les mains d'un pouvoir dictatorial, permet de faire n'importe quoi sans changer le moindre texte, sans avoir à changer quoi que ce soit, ni dans la Constitution, ni dans la loi pénale. Donc ce problème, pour prendre ce dernier exemple, ce problème du terrorisme global, on ne peut le traiter que
en reconnaissant que nous sommes tous interdépendants. Donc cette notion d'interdépendance, elle est absolument capitale. Et ce qu'on demande, l'interdépendance, elle est déjà là. Donc il ne s'agit pas de la créer, il s'agit de reconnaître qu'elle est là. Il s'agit de la reconnaître officiellement, c'est-à-dire de reconnaître qu'un État souverain au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une souveraineté faite d'indépendance absolue, d'indépendance, ne peut pas tout régler. Donc accepter l'idée qu'il faut repenser la souveraineté, peut-être comme une souveraineté, moi j'ai proposé d'utiliser l'expression de souveraineté solidaire pour dire nous ne sommes plus indépendants, nous sommes interdépendants. Ça ne veut pas dire que les États souverains disparaissent, la souveraineté existe, les États on en a besoin, mais elle change de nature. Ce n'est pas une souveraineté divisée, partagée, c'est une souveraineté, je dirais, augmentée. Parce qu'à la défense des intérêts nationaux, on ajoute, au nom de la souveraineté solidaire, on devrait ajouter, au nom de la souveraineté solidaire, la défense, la protection des biens communs, du bien commun et des biens communs, des intérêts communs de l'humanité, si on veut, et au-delà de l'humanité, du vivant. Alors ça, c'est particulièrement visible. En matière de terrorisme, pas tellement, parce que les États restent attachés à démontrer leur indépendance, qu'ils croient absolue, et leur autonomie. Mais c'est vrai qu'on commence à voir émerger une reconnaissance des interdépendances dans les domaines liés à l'environnement. Et en particulier, ce qui a bougé en matière climatique depuis quelques années, c'est venu de la reconnaissance qui date quand même de 1992. C'est le premier sommet de la Terre de Rio. Vous savez, il y a eu Rio, puis Rio plus 20. 92, c'est le premier sommet de Rio, où il y a un texte qui a été adopté, une déclaration, qui dit que la Terre forme un tout marqué par nos interdépendances. Donc la Terre, foyer de l'humanité, ça c'est peut-être discutable parce qu'il n'y a pas que l'humanité sur Terre, mais en tout cas forme un tout marqué par nos interdépendances. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait retrouver dans un texte à portée mondiale, parce que c'est quelque chose... Alors, on commence à le retrouver dans des textes particuliers. On le trouve donc dans le domaine du climat, on le trouve aussi dans le domaine des migrations. Dans le projet de pacte mondial sur les migrations qui va être voté par les États membres de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2018, donc très prochainement, il y a comme dans le préambule l'idée qu'aucun pays ne peut à lui seul traiter et régler le problème, si problème il y a. Donc l'interdépendance, c'est quelque chose qui rejoint, me semble-t-il, la pensée du tremblement et la mondialité. Mais l'interdépendance n'implique pas nécessairement l'uniformité. Donc tous interdépendants, ça s'accompagne de tous différents. Et ça, je crois que c'est un point très important, admettre que la mondialité, ça n'est pas l'uniformité. La mondialité, c'est la reconnaissance, au contraire, de l'un et du multiple. On a besoin de l'un et du multiple. On a besoin d'un universel, alors pas absolu, là je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Glissant une fois de plus, un universel que j'appellerais pluriel, ou diversel, certains emploient l'expression diversel, un universel pluriel qui respecte certaines différences, qui n'impose pas l'uniformité, mais qui, au fond, suppose, parce que ça peut paraître contradictoire, si c'est universel, c'est uniforme, et si c'est pluriel, ça ne peut pas être universel. En fait, si. On peut imaginer un universel pluriel ou une pluralité harmonisée si on admet qu'il y a une manière de mettre les différences en compatibilité, de rendre les différences compatibles les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est un travail que les juristes commencent à apprendre à faire, avoir une sorte d'organisation des responsabilités qui combine le commun et le particulier. Vous avez une formule qui est souvent critiquée par les juristes, moi je la trouve très intéressante, dans les textes sur le changement climatique, la responsabilité des États. Ce sont des responsabilités communes et différenciées. Communes et différenciées. Communes parce que les États se donnent des objectifs communs, différenciées parce que la mise en œuvre de ces objectifs n'est pas et ne peut pas et ne doit pas être absolument identiques. On ne peut pas demander les mêmes efforts à des pays qui n'ont pas du tout le même contexte,
Il faut contextualiser, en ce sens qu'il faut introduire le contexte historique. D'abord, il y a des pays qui polluent depuis longtemps, il y en a qui n'ont jamais connu la croissance et n'ont jamais pollué. Le contexte historique, mais il y a le contexte présent, le contexte politique, le contexte économique, le contexte culturel. Donc, l'idée de responsabilité commune mais différenciée, ça permet de reconnaître que nous sommes interdépendants, tout en reconnaissant que nous sommes différents et que nous ne souhaitons pas, nous n'avons pas besoin d'un droit uniforme, d'un droit parfaitement uniforme. Il y a aussi toute une technologie dans le domaine des droits de l'homme, technologie juridique, qui permet d'admettre que, par exemple, un texte comme la Convention européenne des droits de l'homme s'applique à tous les États qui ont signé la Convention, qui l'ont ratifiée, mais avec une marge. La Cour européenne a inventé ce concept de marge nationale d'appréciation. Marge nationale d'appréciation, ça veut dire qu'il y a, je traduis en langage un peu simpliste, il y a une sorte de droit à la différence pour les États. Ils appliquent les mêmes principes, le respect de la vie privée, le respect de la liberté d'expression, etc., mais avec une marge d'interprétation, une marge nationale d'interprétation, une marge. C'est-à-dire qu'au-delà de la marge, il y a un seuil de compatibilité. Si on dépasse le seuil, ça n'est pas accepté. Mais sinon, il y a une différenciation qui est possible. Donc il y a toute une technologie qui permet au fond de concilier deux grands textes qui constituent les deux pôles de cette mondialité dans le droit international, qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'UNESCO novembre 2001, c'est-à-dire au lendemain des attentats du 11 septembre, déclaration suivie d'une convention en 2005 qui dit la diversité des cultures et le patrimoine commun de l'humanité. Donc on a maintenant deux balises dans le droit international qui nous disent il y a des valeurs universelles, mais la diversité est patrimoine commun de l'humanité, donc il faut la protéger. Alors, comment concilier l'un et l'autre? Là, on n'a pas le mode d'emploi dans les textes. La Convention UNESCO de 2005 dit simplement il ne faut pas, sous prétexte de diversité culturelle, violer les droits fondamentaux. Mais elle ne dit pas comment concilier en pratique l'un et l'autre. Et là, je crois qu'il y a un travail comme je disais, de technologie juridique qui peut aider à concilier, effectivement, avec des marges d'appréciation, l'un et l'autre, l'universel et le particulier, le commun et le multiple. Alors, tout ça amène au troisième, j'appelle ça des adjectifs catégoriques, je ne veux pas parler d'impératifs catégoriques, mais d'adjectifs catégoriques. Le troisième adjectif, c'est tous solidaires. Parce que si nous sommes tous interdépendants tout en étant tous différents, on ne peut continuer. La survie de l'humanité, la survie plus largement de la planète et du monde vivant sur cette planète passe par une solidarité. Alors la solidarité, ce n'est pas seulement un principe à inscrire dans les textes. On le voit avec le droit européen, il y a le mot solidarité partout dans les traités européens. Il y a même toutes les formes de solidarité, parce qu'il y a la solidarité entre pays européens, les uns par rapport aux autres, et il y a la solidarité des pays européens avec les pays tiers. Or, on voit comment ces textes ont volé complètement en éclats avec les migrations ces dernières années. Il n'y a ni solidarité entre pays européens, ni solidarité entre l'Europe et les pays extérieurs. Moi, j'avais, dans ma grande naïveté, au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, j'avais rêvé que la communauté européenne qui applaudissait à ce qui se passait à ce moment-là dans un certain nombre de pays arabes aurait manifesté son approbation en ratifiant un texte sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui est un texte de 1998, qui n'a été jusqu'à présent ratifié que par les pays d'émigration, par aucun pays d'immigration. Je me disais dans ma grande naïveté, ben voilà, c'est l'occasion, puisqu'on applaudit, il faut que l'applaudissement soit suivi d'un acte, un passage à l'acte. Ratifions au nom de la communauté européenne la Convention sur les droits des travailleurs migrés et de leurs familles. Alors évidemment, il y avait un problème, c'est que cette Convention reconnaît des droits même aux travailleurs en situation irrégulière. Après tout, ce sont des hommes. Ils ne sont pas déshumanisés par leur situation irrégulière. Mais évidemment, ça a servi d'épouvantail et rien ne s'est fait. Je me souviens, j'avais fait la proposition dans une rencontre à Bruxelles, tombé dans un silence absolument glacial. Et on a très vite changé le sujet de la conversation.
c'était pas politiquement correct. Alors, on a donc cette limite en matière de solidarité. Il ne suffit pas d'inscrire la solidarité dans les textes, il faut la réaliser dans les pratiques. En même temps, je pense qu'on n'a pas le choix. Et ce que je trouve, parce que le tableau que je suis en train de vous dresser est un tableau assez noir, ce que je trouve peut-être un petit encouragement, c'est ce qui se passe en matière de dérèglement climatique. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'évolution n'est pas venue des États. Si on attend tout des États, on peut attendre très longtemps dans ce domaine de la gouvernance mondiale. En fait, l'alerte est venue des scientifiques, des climatologues essentiellement, a été très vite relayée par les ONG, par les organisations non gouvernementales, par les citoyens, et puis en même temps par les collectivités territoriales, les villes qui se sont organisées en réseau, certains États dans les pays de fédération, la Californie par exemple aux États-Unis. Donc il y a eu tout un mouvement assez large qui a finalement déclenché un mouvement des opérateurs économiques, des entreprises transnationales qui ont commencé à se mobiliser à leur tour en faveur du climat. Il y a eu un sommet à Paris en ce sens, avant les accords de Paris. Les investisseurs ont commencé à s'intéresser aussi à la question et à créer des systèmes d'obligations vertes et autres techniques des finances. Et finalement, les États, à Paris, ont par consensus adopté l'accord, alors qui n'est pas très contraignant, mais qui implique quand même des objectifs communs qui sont précis, qui sont des objectifs quantitatifs, chiffrés par rapport au degré de réchauffement admis ou non, et des objectifs qualitatifs. Et puis, au bout du compte, vous allez me dire, oui, mais un État comme les États-Unis a retiré sa signature. C'est vrai, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas pu arrêter le mouvement. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'univers normatif mondial. M. Trump a décidé de retirer la signature des États-Unis, mais les grandes entreprises américaines sont déjà engagées, mais beaucoup de villes américaines sont en réseau, organisées en réseau avec des villes d'autres pays pour limiter le réchauffement, et les grands États se sont mobilisés. Donc il y a peut-être là une sorte de méthode qui se met en place, qui n'est pas directement contraignante, mais en réalité, on s'aperçoit que ces accords internationaux non contraignants sont parfois utilisés par les juges nationaux qui commencent à dire État par État. Il y a une décision aux Pays-Bas, par exemple, en ce sens. L'État n'a pas respecté ses engagements internationaux, donc il engage sa responsabilité vis-à-vis au moins de ses ressortissants. Ce qui fait que ce droit soft peut devenir hard, le droit doux peut devenir dur, le droit mou, flou, mou et doux, parce que soft, ça se traduit par 3 adjectifs là aussi, flou, mou et doux, il peut devenir dur si les juristes s'en emparent. Les juristes, ce sont les avocats, ce sont les juges, quelquefois, et donc il y a quelque chose qui peut bouger par là. Alors, voilà où m'a mené la mondialité pour une réflexion, mais vraiment, j'estime qu'on avait besoin de cela. Alors, est-ce que c'est une réflexion sur la relation ? Je ne sais pas. Je ne pense pas tout ça sous l'angle de la relation au même sens philosophique que celui que vous avez évoqué, parce que relation dans le système juridique, ça me fait penser à des relations qui peuvent être aussi bien verticales qu'horizontales, qui peuvent être contraignantes ou non contraignantes, qui peuvent être unilatérales ou multilatérales. Donc, relation, je l'emploie moins. En revanche, j'aime bien l'expression d'un universel relationnel, de mise en relation. Peut-être qu'on peut trouver un point de rencontre là-dessus. Et alors, je ne pose pas à Patrick la question que je voulais lui poser, parce que j'ai l'impression qu'il y a répondu tout seul, mais je vais quand même vous la lire. C'était la relation telle que l'a définie Édouard Glissant. Il dit « c'est la quantité réalisée de toutes les différences du monde ». Et cette quantité réalisée de toutes les différences du monde s'oppose à l'universel qui était la référence à la qualité réalisable d'un absolu du monde.
Je crois que en fait, tu as répondu là-dessus. Oui. Mais par contre, tu peux peut-être dire un mot de l'appel de Saint-Malo. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il ne nous reste rien. Mais je voulais parler juste dire un mot sur la question de la relation. Moi, je pense que c'est le maître mot, glissant, mettant un R majuscule à la question de la relation. C'est vrai qu'il y a, du fait de la conquête occidentale qui a été le moteur de l'ultime mondialisation, donc, qui a mis en interrétroaction les communautés, les civilisations, les cosmogonies, etc. Cette mise en interaction extrêmement dynamique, terrible, effroyable, mais aussi dynamique, a libéré d'une certaine manière des processus d'individuation qui étaient jusqu'alors à basse intensité dans les communautés. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un tout-monde qui est une dynamique relationnelle dans laquelle des processus d'individuation sont extrêmement puissants. Alors, si on considère que le monde est une totalité relationnelle extrêmement dynamique, il faut considérer ce que ça veut dire en termes de relation. Ça veut dire qu'il y a un fait relationnel, ça c'est indéniable, il y a un fait relationnel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on s'enferme dans sa langue, dans son Dieu, avec les accélérations technologiques, avec tout ce que vous pouvez imaginer, tout individu reçoit d'une certaine manière des stimulations de toute nature qui lui proviennent de la totalité du monde. Donc il y a un fait relationnel. Mais il faut distinguer dans ce fait relationnel ce qui relève de la mise sous relation. C'est ça qui est terrible, parce que le néolibéralisme qui crée des zones de libre-échange, qui libère les capitaux, les marchandises, qui organise des flux absolument incroyables, financiers absolument incroyables, ne crée pas de rencontres et de contacts véritables. Il y a véritablement une mise sous relation. Et quand on voit la structure de ceux qui sont riches et de ceux qui sont en train de s'enfoncer dans la précarisation, on voit qu'il y a une sorte d'aspirateur de toute la richesse de la planète vers quelques-uns, 1% à peu près de la population. Donc on a dans le fait relationnel une mise sous relation du principe néolibéral et derrière de la réalité, occidentale. Donc le fait relationnel s'impose à nous, il est constitué de domination, d'exploitation, de mise sous relation. Toute la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de passer de cette mise sous relation à une mise en relation. Alors une mise en relation, c'est là que la relation véritable commence et qui est un grand R. Pour qu'on soit en relation, cela suppose d'abord, et tu as raison, cela suppose que nous soyons tous différents. C'est-à-dire qu'il y a de relations, il n'y a pas de relation du même au même. Donc, ce qui fait que l'idée de relation... Pour qu'il y ait du commun, il faut qu'il y ait de la différence. Oui, il faut du commun, il faut de la différence. Mais dans l'idée de relation, on ne peut entrer en relation que si, dans le souci que j'ai, il y a le mot africain dont il nous a parlé qui est Ubuntu, je ne peux exister, me réaliser et viser à mon épanouissement que si cet épanouissement sert ton propre épanouissement. Et c'est ton épanouissement qui va nourrir mon propre épanouissement. Et si dans le rapport que nous avons, donc dans la relation que nous avons, il n'y a pas cette équité de l'épanouissement, cet enrichissement mutuel, il n'y a pas de relation. La mise en relation suppose véritablement quelque chose qui nourrisse la totalité des possibles. Ce qui fait que la mise en relation est gourmande de la diversité, est gourmande de la différence, elle est gourmande bien sûr de la solidarité, et puis elle exprime une interdépendance, exactement les termes que tu as posés. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. Parce que la mise en relation crée une dynamique extrêmement importante entre les cultures et les civilisations dans lesquelles les individus sont extrêmement mobiles, et ce sont les individus qui, d'une certaine manière, vont se retrouver à la fois les porteurs et les gardiens des trésors culturels, civilisationnels et culturels qui se sont produits. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de regarder le processus d'individuation comme étant une des dynamiques fondamentales de l'individuation, ne pas se laisser illusionner par le fait que ce processus d'individuation ait été capturé par le néolibéralisme, qui l'a perverti en individualisme, avec toutes les catastrophes que vous connaissez, la réduction de la base de l'esprit, on devient consommateur, on est tous liés au tout profit, etc., etc., toutes ces misères que nous connaissons. L'individualisme est une maladie de l'individuation.
Donc tout le travail que nous avons à faire pour qu'il y ait véritablement une mise en relation, c'est que nous devons veiller, au lieu d'imposer de nouveaux collectifs, toutes les forces progressistes dans le monde qui ne connaissent que, je dirais, que l'avancée collective, ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les politiques publiques et les politiques culturelles doivent prendre soin du niveau de connaissance, de conscience de l'individu, jusqu'à arriver à ce niveau d'épanouissement qui rend la mise en relation absolument essentielle et qui crée les nouvelles solidarités. Donc nous devons partir de ce processus d'individuation, comprendre que du fait de la relation, les blocs culturels n'existent plus. Les blocs culturels sont déjà dans des processus interrétroactifs. Penser qu'il y a une pureté culturelle ou une pureté occidentale ou une pureté orientale, ça ne fonctionne plus. L'Orient est dans l'Occident, l'Occident est dans l'Orient. L'Occident qui a conquis le monde a été conquis par le monde lui-même. Donc on est véritablement dans une relation, une situation relationnelle qui fait que cet individu qui doit se construire tout seul, il ne reçoit pas un prêt-à-porter existentiel d'un corset symbolique communautaire, il doit construire lui-même son architecture de principes et de valeurs et construire son éthique avec toutes les stimulations qui lui viennent de ce qu'il peut récupérer des cultures et des civilisations. Et on choisit sa terre natale, on choisit sa langue, etc. Il y a une extrême mobilité. Et les grands trésors produits par Sapiens, et c'est là que les notions de patrimoine de l'humanité sont importantes. Tous les grands trésors produits par les différentes cultures et civilisations de Sapiens, dans une situation où la culture contemporaine est une culture de culture et la civilisation contemporaine est une civilisation de civilisation, ce sont les individus qui, de par leur expérience au monde, vont se retrouver défenseurs, gardiens de telle ou telle langue, de tel ou tel trésor culturel, et qui vont définir par leur niveau de connaissance et de conscience, de nouveaux espaces communs et de nouveaux espaces qui pourront envisager une civilisation transversale. Mais à condition de rester indéterminé. Ah bien sûr, oui. L'individuation pose en même temps la question de l'indétermination. Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec... oui, ça c'est encore une autre... Mais je voudrais qu'on en dise un mot. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vieille identité qui s'imposait de manière qu'on a imaginée fixe et qui n'a jamais été fixe, et qui s'imposait aux individus un peu de manière un peu massive et communautaire, est devenue une identité relationnelle. Un artiste, par exemple, un écrivain aujourd'hui, ne représente qu'une expérience au monde. Ce que j'écris ne représente pas la Caraïbe, l'Amérique, etc. La pensée de Glissant, c'est véritablement le cheminement d'une conscience singulière précipitée dans les flux relationnels du monde. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'il faut considérer les gens. Ce qui fait que les vieux marqueurs identitaires tels que la langue, ou la couleur de peau, ou la religion ne suffisent pas à créer ces prétendues communautés. Parce que j'écris en français, et je suis plus proche de n'importe quel anglophone ou hispanophone de Caraïbes que d'un écrivain français. Je n'ai rien à voir avec Modiano. Le seul truc que j'ai à voir avec Modiano, c'est qu'on a une solidarité parce qu'on écrit en français. Donc la langue crée des solidarités, mais ne crée plus de fraternité. Si vous faites une anthologie de langue française, vous allez mettre des torchons et des serviettes et des réalités. Qu'est-ce qui crée? Moi, j'ai la peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel blanc, Carpentier, Garcia Marquez de la Caraïbe, que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités avec la réalité africaine. Donc les vieux marqueurs identitaires ne fonctionnent pas dans le système relationnel. Ce qui fonctionne, ce sont les structures d'imaginaire, le rapport que j'ai au système relationnel du monde, le rapport que j'ai au fait que les individus doivent se construire leur architecture de principes et de valeurs dans les flux relationnels du monde, le rapport que j'ai à la construction linguistique, le vieil absolu linguistique qui s'imposait dans les vieilles identités. Aujourd'hui, les écrivains se déplacent dans les langues. La langue n'est plus une colonne vertébrale. Si vous enlevez une langue à un écrivain, vous ne lui enlevez pas sa colonne vertébrale. Et Kundera écrivait en tchèque, il écrit en français. Bianciotti a commencé par l'espagnol, après il écrivait en français. Regardez bien, vous verrez qu'on se déplace dans les langues. Et que ce qui est le propre de l'écrivain contemporain, dans une identité traditionnelle ou dans le cadre communautaire, il était complètement imprégné
par une vision du monde portée par sa langue. Aujourd'hui, l'écrivain contemporain est en face de toutes les langues du monde. Et ce qu'il a à faire n'est pas de sacraliser une langue, de faire défense et illustration d'une langue, c'est d'avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde. Et ce qu'il écrit, ça ne sera pas du style, quelque chose qui va flatter la grammaire d'une langue élue, etc., qui aurait une vocation à l'universel. Aucune langue n'a vocation à l'universel. Toutes les langues n'ont qu'une vocation, c'est une vocation à la relation. L'écrivain construit son langage, non pas dans la langue qui lui est donnée, une langue monolithique, mais dans le désir imaginant de toutes les langues du monde, même s'il ne le connaît pas. Donc vous voyez qu'il y a véritablement passé de l'imaginaire atavique avec l'identité exclusive de l'autre, avec cette notion d'universel qui nous transportait le plus souvent des valeurs occidentales, pour passer non pas seulement à l'idée de la diversité, mais véritablement à prendre le terme relationnel comme le terme générique de choses qui nous sont absolument essentielles. Pour finir, je dirais que la question des valeurs. Dans une culture traditionnelle, toutes les cultures organisaient des principes humains, des comportements, la fraternité, le courage, l'humilité, enfin bon, ce qu'on peut constituer des valeurs. Les cultures faisaient des petites architectures et bon, les valeurs sont... Mais ce qu'on s'aperçoit avec les valeurs, c'est que les valeurs peuvent devenir meurtrières. Vous prenez une valeur comme la fraternité, vous pouvez la manier comme... tous les colonialistes avaient des valeurs. Et c'est avec les valeurs qu'ils dominaient et qu'ils écrasaient et qu'ils génocidaient. Aujourd'hui, si on écarte l'idée de valeur et qu'on se dit lorsqu'il y a une relation véritable, toutes les valeurs sont mobilisées, tous les grands principes humains, tout ce qui fait l'élévation de l'être humain est mobilisé dans la relation, puisqu'il ne peut pas avoir de relation si mon épanouissement ne sert pas à ton épanouissement. Donc du coup, on n'a plus besoin de la notion de valeur, on a besoin de la notion de relation. Et c'est la relation aujourd'hui qui est la plus déterminante. Donc quand tu dis que les États-nations doivent devenir solidaires, ça veut dire qu'on doit passer de l'État-nation à l'État relationnel. Et on doit passer de l'identité atavique à l'identité relationnelle. Et que c'est la chose la plus fondamentale qui puisse exister. Alors il y a un autre truc qui est important que Glissant le dit, pour finir. L'important, vous allez voir, c'est... Si toute la brique du vivant, ce sont des différences. Et l'idée de penser qu'il y a des absolus qui seraient restés immobiles, les civilisations et les cultures se sont toujours entrechoquées, et encore plus aujourd'hui, ce qui fait que les gros absolus différentiels sont devenus extrêmement mobiles et connaissent des processus de synthèse, de rupture, d'opposition solidaire. Bon, c'est une réalité absolument chaotique. Mais lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, il faut bien comprendre que la rencontre des absolus a produit, je dirais, des constellations de différences, et que chaque fois que des différences sont mises en relation, elles produisent de nouvelles différences. Nous sommes dans cette dynamique-là. Il n'y a plus d'absolu. Il n'y a plus d'absolu comme dans le métissage. Il y a le blanc et puis le noir, et puis ça donnait du gris. Il y a l'Orient et puis il y a l'Occident, et puis ça donne ça. Ça ne marche plus. On a de la relation. Et dans cette relation, on a des flux de différences qui produisent incessamment de nouvelles différences. Et c'est ça, la réalité qui est la plus importante. Alors, l'autre élément qui est important dans la question de la relation, pour entrer en relation avec toi et préserver cette diversité qui est absolument essentielle, mais qui est la nécessité, c'est la différence n'est plus une affaire immobile, c'est véritablement des constructions permanentes, des synthèses, des émulsions, des alchimies qui produisent, etc. Il faut pouvoir, dans la relation, éviter ce que les colonialistes refusaient, c'est-à-dire éviter ce que les colonialistes exerçaient, c'est-à-dire la transparence. Un colonialiste qui débarque et qui rentre en contact, je n'allais pas dire en relation, qui rentre en contact avec quelqu'un, une altérité extrême, ce colonialiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne le comprend pas. Donc il veut le mettre en transparence. Il va le christianiser, le civiliser, etc. Et même lorsqu'on regarde dans le domaine de la littérature les vieux arguments de la traduction, on passait d'un absolu linguistique à un autre absolu linguistique, c'est-à-dire que le traducteur organisait une transparence d'une langue à une autre. Ce qui est une absurdité, parce que le seul moyen que nous avons de préserver le divers, c'est de reconnaître un droit à l'opacité. Je rentre en relation avec toi, je parle avec toi, je me réalise en relation avec toi, je veille à ton épanouissement, tu veilles au moins, et je respecte ton opacité, je n'essaye à aucun moment de te rendre transparent. Le droit à l'opacité fait de la préservation du divers une vertu absolument fondamentale. Donc vous voyez qu'avec l'idée de relation, on n'a plus besoin d'universel et on n'a plus besoin de valeur.
Et on a un processus transformateur avec une sorte de transformation permanente, l'humanisation réciproque. Voilà. On avait...